c'est effectivement intéressant de passer à la fin. Ça permet de rebondir sur un certain nombre de thèmes qui ont été portés aujourd'hui. Donc bon, je vais, on va dire en marge de la présentation, je vais parler un peu d'attractivité de la filière, je vais parler un peu d'open innovation. Je vais parler un peu également d'électronique, beaucoup de safe and secure et on va dire de notre métier de l'embarquer. Donc la transformation, la présentation, en fait les slides sont en anglais, mais je vais faire la présentation en français, mais vu que c'est Embedded France, il y a un peu ce mélange des genres, donc je me sens pas complètement à côté. La transformation, donc c'est le titre en anglais, c'est Digital Transformation from Cloud to Field, mais je vais le traduire en français, donc c'est la transformation numérique des nuages à la terre ferme. Donc des nuages à la terre ferme, alors j'aurais pu dire la tête dans les nuages et les pieds dans la glace, parce qu'en fait, lorsqu'on est dans l'embarqué, souvent on se fait rappeler à la réalité du monde physique. On parlait des systèmes cyber-physical, et souvent, dans les nuages, on a un peu moins de contraintes que lorsqu'on est en train d'interagir avec la terre ferme. Alors rapidement, en fait, ce qui est assez intéressant sur le terme du safe and secure, c'est que ça fait partie du mission statement de Thales. Je vais pas insister, mais effectivement, ce qui est quand même intéressant dans les marchés de Thales, c'est qu'on est sur un certain nombre de verticaux, donc de l'aéronautique au transport, en passant par le spatial et bien évidemment la défense et la sécurité. Ça fait maintenant partie, depuis que Gemalto a rejoint le groupe il y a maintenant quelques mois, des éléments clés de Thales. Ce qui est assez intéressant sur ces différents marchés, et je reviendrai dessus parce que ça alimente aussi mon discours. J'ai pas prétention à avoir un discours générique sur le monde de l'embarqué et tout ce qu'il faut faire dans la filière, mais je vais le centrer sur un certain nombre d'enjeux, en tout cas pour Thales vis-à-vis de ces marchés. Ces marchés, ils ont une particularité, c'est qu'effectivement, il y a un besoin de safety et de security. Ce sont des systèmes qui sont critiques. Et ce sont aussi ce qu'on appelle des marchés de niche, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur du mass market. Il y a pas, on aimerait pouvoir vendre, on va dire, autant de satellites que l'on vend d'automobiles ou de téléphones. La réalité, c'est que c'est pas le cas et que ça impacte également notre mission et la manière dont on aborde la conception de systèmes embarqués. Bien évidemment, je cite pas Gemalto parce que depuis que Gemalto a rejoint le groupe Thales, là par contre, on est dans des volumes. Si on parle des cartes à puce et des cartes SIM qui vont bien au-delà. Enfin, je rêverais de vendre autant de satellites qu'on vend de cartes SIM ou de cartes à puce, mais il y a effectivement un certain facteur d'échelle. Un des éléments de Thales, en fait, on a structuré le discours et l'organisation du groupe autour d'une chose qui est ce qu'on appelle la chaîne de décision critique. Donc la chaîne de décision critique, quelque part, elle démarre des senseurs pour aller jusqu'à la communication et la décision. Et en fait, si on regarde les différents assets du groupe et les différents systèmes du groupe, ils se positionnent sur cette chaîne critique qui va des senseurs, donc sur une logique qui est très très proche des contraintes de la physique. Et malheureusement, les contraintes de la physique, aujourd'hui, si on ne s'y conforte pas, on a quelques soucis à effectivement capturer l'information pour aller jusqu'au traitement et la prise de décision, du data analytics, du machine learning et ce type de traitement dans lequel on peut aller jusqu'à utiliser des infrastructures cloud avec des problématiques qui sont différentes, type problématiques de gestion de la data et de data protection. Alors j'ai mis un certain nombre d'exemples de systèmes Thales, on va dire des senseurs jusqu'au data center, avec une forte partie aussi sur les centres de contrôle commande, donc que ce soit l'ATM, donc tout ce qui est contrôle du trafic aérien. Et en fait, ce qui est intéressant, si on regarde la variété de ces systèmes, c'est qu'ils ont des contraintes qui sont très différentes, et plus on va à gauche, plus effectivement on va avoir des contraintes de temps réel dans lesquelles on va vraiment être très contraint par la physique, et de temps en temps la physique est très capricieuse en termes de temps de réponse ou de temps d'action. Et puis il y a aussi des problématiques de bande passante. C'est-à-dire qu'on peut faire des schémas dans lesquels on se met un peu comme dans le cloud, dans une logique dans laquelle on a du computing à l'infini, du stockage à l'infini, et puis peu de problématiques de bande passante. La réalité, c'est que plus on va vers la gauche, et plus effectivement on se rappelle la dure réalité de la physique. Alors pour illustrer en fait un peu ça, j'ai été reprendre un peu de vocabulaire. Alors ce vocabulaire, je l'ai pas inventé, et puis je ferai aussi attention à pas rentrer dans une définition extrêmement précise parce que rapidement on peut diverger du sujet. J'ai utilisé un vocabulaire qui a été utilisé dans les tendances Gartner qui s'appelle l'IT-OT et l'IT-OT convergence. Alors rapidement, si on revient quelque part aux définitions, l'IT c'est l'information technology, donc on va être dans tout ce qui est associé aux
au traitement de l'information qui va vraiment être centré sur la gestion de la donnée. Si je devais le traduire en français, je parlerais d'informatique quelque part de gestion. Mais l'IT, c'est un terme qui est à peu près correctement utilisé et répandu. Par contre, en fait, il y a un terme qui est apparu. Alors pour moi, ce terme, donc c'est le terme de OT, donc Operational Technology. Donc en fait, on est en train de parler du hardware et du software qui est en interaction directe quelque part, donc en monitoring et en contrôle de l'environnement physique. Alors, sans rentrer quelque part, comme je le disais, dans la sémantique déjà, quand je vois de l'outil, moi, j'avais jamais utilisé ce terme-là avant, et en fait, c'est un peu la manière dont les gens de l'IT parlent de nous. C'est comme ça que je le perçois, et c'est assez intéressant de voir cette différenciation. Alors, si je devais le traduire, je parlerais d'informatique industrielle en bas et d'informatique de gestion en haut. Ça, je pense que ça parle à peu près à tout le monde. Et puis, moi qui ai fait une grande partie de ma carrière dans l'informatique industrielle, j'ai toujours eu l'impression quand même que ça avait l'air super de l'autre côté, mais que moi, j'avais quand même plein de contraintes à résoudre avec un certain nombre de difficultés qui étaient liées à des difficultés du monde physique et du domaine de l'embarqué. Alors pourquoi j'introduis ce vocabulaire? Parce que la tendance qui est en fait la tendance derrière, c'est ce qu'on appelle la convergence entre l'IT et l'OT, qui est quelque part ces deux environnements et ces deux systèmes sont en train de converger. Alors, pour illustrer quelque part quelques éléments clés au niveau de l'IT, donc au niveau de l'IT déjà aujourd'hui il y a tout ce qui est cloud voire edge computing, donc on est sur des environnements dans lesquels ce qui est important c'est la donnée, la gestion de la donnée et la pérennité de la donnée. On est sur des environnements qui sont transactionnels avec quelque part une problématique de throughput et de scalabilité. Je suis désolé pour les anglicismes, mais l'idée quand même derrière, c'est de pouvoir répondre à une demande qui est une demande variable et de traiter le plus rapidement possible l'information. C'est souvent un environnement de développement qui s'appuie sur un certain nombre de technologies qui sont très standards et d'interfaces qui sont très standards, et on est sur une logique qui est une logique d'assemblage. C'est-à-dire qu'on est sur une logique qu'on développe en intégrant un certain nombre de composants. Quelques éléments qui sont des éléments de business model quand même, parce que c'est des éléments importants. Alors on peut pas caractériser le business model en 2 mots. J'en ai quand même choisi 2 pour donner des tendances. Donc il y a une tendance qui s'appelle la FinOps, et en fait c'est comment est-ce que j'arrive à optimiser mes coûts d'infrastructure en fonction de mon flux. Donc c'est vraiment une vue dans laquelle j'optimise de façon financière mon coût et mon infrastructure en fonction effectivement d'une demande qui peut fortement fluctuer. Et puis on est vraiment dans une logique dans laquelle on cherche avant tout à optimiser justement les coûts récurrents, donc les coûts de run et les coûts de maintenance. Si on regarde quelque part le monde de l'OT, déjà on est en interaction avec le monde réel. Donc qui dit qu'on est en interaction avec le monde réel veut dire que nos dysfonctionnements ont des conséquences sur le monde réel. Et ça forcément, dès qu'on est sur des systèmes mission critical, ça tire une dimension safety critical. Ensuite, j'en ai parlé, mais on est temps réel. Temps réel veut pas dire qu'on va à fond les ballons. Temps réel veut dire qu'on va au bon rythme et au rythme de la physique. Je parlais du rythme de la physique. Il faut quelque part être en capacité, effectivement, de traiter l'information et sur un rythme précis. Donc souvent, ça mène sur des propriétés type le déterminisme, c'est-à-dire qu'on a effectivement besoin de maîtriser la manière dont on interagit avec le monde réel. Il y a une dimension qui est importante, qui est celle du SWAP, donc Size, Wise and Power. Donc avec principalement une vue, enfin j'ai mis le focus sur une vue énergie parce qu'on a un certain nombre de systèmes dans lesquels c'est la taille de la batterie qui fait la durée de la mission. Donc on a effectivement un certain nombre d'enjeux vis-à-vis de ça. Et puis on est souvent sur des interfaces qui sont pas exotiques mais spécifiques en fonction des domaines métiers. C'est-à-dire que l'aéronautique a ses propres standards, on va avoir des standards qui peuvent être spécifiques par verticale et spécifiques par domaine métier. En termes d'optimisation, on cherche à faire du no-ops, c'est-à-dire que lorsque le système est en mission, on veut qu'il n'y ait pas d'opération. À l'extrême, on ne va pas aller demander quelque part sur un système IFE, donc In-Flight Entertainment, à l'hôtesse de l'air de redémarrer le cluster Kubernetes pendant le vol. Si le cluster Kubernetes peut être stable pendant tout le vol, c'est mieux. Donc on cherche à ne pas avoir quelque part d'opération. Bien évidemment, plus les systèmes sont critiques et moins on a envie de passer de temps à purger la base, supprimer les logs et faire ce genre d'opération de maintenance. Et puis, ça nous amène à complexifier le design, c'est-à-dire que si on veut un système dont on réduit au minimum le coût d'opération, clairement, ça augmente le coût du build, pour reprendre on va dire la séparation build-run, et donc on est dans une logique dans laquelle on cherche
sur ces systèmes qui sont effectivement dans les marchés de niche dont je parlais sur le safety critical, à optimiser les coûts non récurrents et donc les coûts du build et les coûts d'ingénierie. Alors si on regarde tout ça et qu'on se dit que ça converge, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Hop là, si j'appuie dans le bon sens, ça ira mieux. En fait, la convergence, donc ce qu'on appelle l'Internet of Things, l'Industrial Internet of Things, c'est-à-dire qu'on veut que tous ces mondes-là communiquent et fassent un continuum, et en fait, on se retrouve avec des contraintes, que ce soit safety ou security, qui sont également un continuum de contraintes dans lequel on va mixer un certain nombre de choses. Donc on va se retrouver à mixer la safety et la security, on va avoir des problématiques de cybersécurité qui vont être de bout en bout. Et alors aujourd'hui, on est toujours sur le traitement de la data, on va dire safety, qui est très dans l'embarqué, mais quand on voit arriver la 5G avec la volonté d'avoir des communications qui sont effectivement standardisées, très déterministes et très rapides, on va tout de suite avoir l'idée de se dire il y a une partie du processing qui se retrouve distribuée. Donc on est en train de passer d'un monde dans lequel quelque part chaque segment était associé à son champ de contraintes, à un monde dans lequel les champs de contraintes, ça devient des slices, pour reprendre le mot de la 5G, qui peuvent aller de l'embarqué jusqu'au cloud. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est, moi, j'ai pas peur d'hybrider un certain nombre de domaines et de cultures, parce que ça crée toujours un peu de valeur. Et on peut toujours se poser la question de qu'est-ce que chacun amène à l'autre dans son mode de fonctionnement. Déjà, on peut se poser la question de pourquoi l'OT a besoin de l'IT. Alors la première, on y a déjà répondu, c'est le data analytics. C'est-à-dire qu'on est en train de se rendre compte que derrière l'utilisation et l'exploitation de la data, avec toutes les questions que ça peut se poser, il y a un certain nombre, quelque part, on est en capacité, en utilisant du machine learning, de créer de la valeur. Bien évidemment, tout ce qui est données d'usage, et c'est des choses que l'on voit, c'est-à-dire qu'on a parlé, j'en parlerai, mais dans les éléments concrets de la convergence, on voit qu'il y a un certain nombre d'acteurs issus de l'IT, des géants de l'IT, qui sont vraiment dans une démarche, quelque part, d'investissement massif sur le monde de l'embarqué. On a eu tout à l'heure l'exemple de Microsoft avec Azure Sphere, mais si on regarde ce que fait Google avec l'Edge TPU qui est commercialisé par NXP, si on regarde Amazon qui vend, qui propose en libre FreeRTOS en tant que Real-Time Operating System, Microsoft faisant de même, on sent bien qu'il y a effectivement ici quelque part la volonté aussi d'aller capturer la data à la source et d'utiliser la valeur de cette data. Mais il y a aussi d'autres éléments. On parlait d'attractivité et d'attractivité de la filière. Clairement, on a des choses à apprendre dans la manière dont effectivement les gens issus de l'IT travaillent leur attractivité, également leur marketing. Il y a énormément de pratiques. On peut parler des pratiques autour des pratiques agiles qui sont quand même en grande partie issues de l'IT. Moi, je vois plein de concepts qu'on a voulu passer dans le monde de l'embarqué et qu'on n'a pas forcément réussi à passer de l'embarqué. Et puis, je les redécouvre côté IT et je trouve ça absolument passionnant. Par exemple, je découvre le Scala, qui est un des langages très fortement utilisés dans l'IT, qui est un langage fonctionnel orienté objet. Donc moi, je trouve ça super. Je redécouvre effectivement des éléments de, quelque part, de programmation par contrat dans le monde des microservices, dans lequel on va formaliser les contrats de chaque microservice. Et il y a un certain nombre de pratiques. Et dans la manière de programmer le massivement parallèle, les gens de l'IT, avec l'approche scalabilité et l'approche quelque part allocation des ressources, en termes de modèle de programmation, ont un savoir-faire qui est un savoir-faire extrêmement intéressant qui nous apporte à la fois de l'attractivité et une certaine agilité. Bien évidemment, il y a deux éléments qui sont clés. Il y a la capacité à faire du développement via de l'intégration. Donc ça, clairement, avec toutes les difficultés que ça a, parce que si on assemble un certain nombre de constituants, assurer des propriétés non fonctionnelles de bout en bout, ça devient compliqué. Mais aujourd'hui, on est face à une telle complexité que de toute façon, c'est un élément qui est un élément fort si on veut maîtriser les coûts sous-jacents. Et puis, il y a le côté ouverture, c'est-à-dire la capacité à héberger des applications et des services tierces. Alors dans un monde safe and secure, ça terrorise, à juste titre. Par contre, effectivement, cette capacité de dire dans mon système, je suis capable de rajouter de la valeur dans le temps sans compromettre la safety et sans compromettre la sécurité, c'est effectivement quelque chose de clé et qui vient de l'IT. Un des jolis exemples, quelque part, de système embarqué qui va mixer de l'IT et de l'OT, c'est les téléphones.
C'est-à-dire que je peux vous assurer que si le baseband il passe en mode best effort, rapidement on va avoir des soucis quand on va appeler. En termes de communication, il faut suivre la vitesse de la physique, parce que sinon il y a un certain nombre de difficultés à communiquer. À côté de ça, on a un certain nombre de nouveaux services, de nouvelles applications. On a même du DevOps embarqué, la capacité à mettre à jour à distance, les applications à se mettre à jour tous les jours. Et donc effectivement, il y a un certain nombre de pratiques qui sont très intéressantes. Alors, pourquoi l'IT a besoin de l'OT ? Déjà, pour quelque part, pour rendre la transformation digitale réelle, entre guillemets, parce que les données réelles, elles viennent du monde réel. Et donc, il y a quelque part, on va dire, cet intérêt à capturer de la data issue quelque part du monde réel, qui va nous permettre, via des techniques de data analytics, de produire beaucoup de valeur. Il y a un élément qui est un élément clé qui va être lié à la consommation énergétique. Donc de plus en plus, on voit un certain nombre, effectivement, on voit la problématique de consommation énergétique du cloud qui est extrêmement importante. Alors, le cloud mutualise un certain nombre de ressources, donc ça peut traiter une partie du problème. Par contre, derrière, le computing, il doit quand même être optimisé. Il y a un certain nombre de solutions issues du monde de l'électronique, que ce soit des FPGA as a service ou des approches, on va dire, qui vont mettre dans le cloud des ressources qui vont permettre de faire du computing optimisé, qui sont tout à fait pertinentes. Alors si on regarde avec cette logique-là, alors peut-être juste si je reviens en fait pour illustrer quand même quelques éléments de convergence. Donc j'ai parlé des GAFA, des GAFAM qui travaillent sur l'embarqué. On peut aussi citer par exemple, il y avait une newsletter qui disait qu'on est en train de porter des technos tels que Docker et Kubernetes sur des processeurs ARM et des plateformes embarquées. Donc ça tire aussi un peu cette problématique-là, avec une question sous-jacente qui est ce qu'on appelle le fluid computing. Le fluid computing, c'est comment est-ce que sur ce continuum, je suis capable de prendre des algorithmes et de les déplacer dans la chaîne de valeur en partant quelque part, si possible, du cloud pour aller jusqu'à, si possible, l'embarquer. Donc vous allez me dire, c'est un peu compliqué, j'en conviens, mais en fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de technos et de travaux qui vont dans ce sens-là. Si on regarde des objets un petit peu hybrides, on en a un certain nombre. Donc j'ai parlé des FPGA as a service qu'on met dans le cloud. Il y a un certain nombre, typiquement, de technologies qui sont un peu sur un positionnement hybride entre IT et OT. On en voit apparaître de plus en plus. Donc si maintenant on se concentre sur le sujet d'aujourd'hui, qui est celui de la safety et de la sécurité, et qu'on les met dos à dos, et en fait il y a un certain nombre d'éléments qui sont effectivement des éléments convergents, c'est le thème d'aujourd'hui, et puis il y a des éléments qui sont très divergents. Dans les éléments convergents, donc j'en ai cité un, c'est lié à la confiance, et c'est la capacité à démontrer, on va dire, toujours et jamais. C'est quand même le cœur de ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à démontrer qu'on a toujours ces propriétés-là et qu'on n'a jamais ces propriétés-là. Sur les systèmes critiques, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Les méthodes qui permettent de faire ça, c'est un peu les mêmes. C'est-à-dire que ça passe par, quelque part, une maîtrise des fonctions qui sont les fonctions attendues du système, une démonstration basée sur l'architecture et sur l'ensemble de ce qui est embarqué dans le produit, qu'il n'y a pas de fonction non intentionnelle ou malveillante. Et ça passe forcément par une capacité à comprendre l'intégralité de ce qui est dans le design. Donc ça, c'est des éléments qui sont très convergents entre la safety et la sécurité. On peut parler de déterminisme et de partitioning, qui sont également des éléments qui peuvent être convergents. L'approche par de la software assurance, c'est-à-dire de l'assurance processus, via de la traçabilité, via de la conformité, via de l'analyse des exigences dérivées, qui est tout ce qu'on a dû rajouter, sont des éléments quand même qui sont plutôt convergents. Il faut s'assurer que tout ce qu'on rajoute est effectivement souhaité et ne remet pas en cause l'analyse de risque initiale, qu'elle soit safety ou security, qui a été faite. Là où ça commence à se compliquer, c'est sur la notion d'historique de service. La safety reste attaché, à juste titre, à l'historique de service. Quand on prend effectivement un avion, on est content de connaître le volume d'heures de vol qui ont été faits, de savoir que le système fonctionne sans défaillance depuis un certain temps, etc. Très clairement, on en a déjà parlé, en security, au-delà de l'historique de service, il y a la volonté effectivement de faire en sorte que le système s'adapte très régulièrement à son environnement, et ça invalide une partie de l'historique de service. Si je mets à jour tous les jours, je vais avoir une difficulté à avoir de l'historique de service. L'aléatoire, la gestion des nombres aléatoires, en safety c'est très compliqué à certifier, en security c'est une des fonctions essentielles à l'approche. Et puis là où ça se complique quelque part, c'est sur la manière de gérer les problèmes et les problèmes résiduels. En particulier les problèmes report. En fait, on est sur des processus qui sont là pour identifier les problèmes résiduels.
dans les systèmes safety critical, quand on me présente un logiciel ou un système et qu'on me dit il n'y a pas de problème, ben moi je n'ai pas confiance. Je dis vous ne l'avez pas assez testé. Le fait que vous me disiez qu'il n'y a pas de problème ne me donne pas confiance. Et effectivement, la question qui se porte derrière, c'est quels sont les petits problèmes qui me restent, que j'ai captés avec l'ensemble de mes filets qui sont la software assurance, et en quoi ces problèmes sont acceptables et ne font pas porter de risque sur mon système. La difficulté, c'est que, effectivement, déjà dans l'avionique, si je prends la DO 178, ça coûte déjà très cher d'en arriver jusque-là, jusqu'à un moment dans lequel les problèmes sont acceptables. Ils sont acceptables, pourquoi? Parce que si on regarde, on arrive à la conclusion qu'une combinaison d'événements est tellement improbable dans l'environnement que ça ne peut pas arriver et donc c'est acceptable. La difficulté, c'est que cette combinaison d'événements improbables, dans le monde de la sécurité, ça devient une probabilité de 1. C'est-à-dire que si on cherche à provoquer l'un à partir de l'autre et à provoquer la simultanéité des problèmes, ça devient tout à fait probable. Et en fait, là, on est sur des éléments qui sont des éléments de très forte divergence entre le monde de la safety et le monde de la sécurité. Et en fait, ça nous amène à, on va dire, un élément qui est, et ça a été dit plusieurs fois aujourd'hui, la nécessité de très fortement séparer les points de vue et les points de vue entre safety et sécurité, et à mixer des niveaux de criticité qui sont différentes. En séparant bien les fonctions safety critical, des fonctions security critical, des fonctions ouvertes, agiles, que l'on cherche à mettre à jour pour avoir des nouveaux services. Et en fait, on est dans une logique dans laquelle une approche par des hyperviseurs et par du partitionnement est effectivement une approche souhaitable. Donc, pour résumer, la convergence, on l'a d'un point de vue système. Par contre, on a de la divergence dans l'architecture. C'est-à-dire le fait d'avoir cette convergence d'un point de vue système ne génère pas de convergence dans les composants eux-mêmes, dans lesquels il faut avoir une séparation très forte, c'est ce qui est illustré derrière avec la main, qui doit servir de barrière entre la safety et la sécurité. Alors je vais parler un peu du computing, parce que c'est là où ça se coince. En tout cas, dans notre métier, qui est notre métier fait de marché de niche, donc c'est des belles niches, hein, un satellite c'est une magnifique niche, par contre il y a du faible volume. Et la difficulté derrière ça, c'est qu'il y a une chose qui a été quelque part, qui nous a porté pendant longtemps, qu'on appelle la loi de Moore, Dennard scaling pour les spécialistes. Donc, et en fait, cette loi de Moore, elle nous permettait effectivement de rester dans un monde qui était celui du general purpose. Donc en fait, on avait des processeurs qui étaient des processeurs génériques, et via ces processeurs génériques, on pouvait innover. La difficulté, c'est que la loi de Moore se terminant, on est rentré dans le monde de l'optimisation. Et le monde de l'optimisation veut dire qu'on va chercher la perfo par d'autres manières que du general purpose. Et ce qui est important, c'est l'optimisation, elle est drivée par les marchés. Et donc l'optimisation qui drive aujourd'hui la partie hardware, elle est drivée par les marchés de masse et pas par les marchés de niche. Et l'autre chose, c'est que lorsqu'on fait ça, on introduit ce qu'on appelle des accélérateurs qui sont très hétérogènes. Donc on a commencé par faire du multicore et du many-core, donc là on est dans quelque chose d'homogène, et là on a passé ça. Maintenant on met des accélérateurs qui sont très spécifiques et qui sont encore moins general purpose, qui sont encore plus applications spécifiques. Pour vous dire, dans les derniers systèmes on-chip d'Apple, il y a plus de 60% de la surface qui sont des accélérateurs spécifiques. Et donc ce domaine-là, ça vient encore complexifier les choses parce qu'il n'y a pas de programming model qui soit clairement défini sur ces accélérateurs spécifiques. Et puis la troisième chose, c'est si on fait du general purpose, si on cherche à couvrir des marchés de masse avec des produits qui sont de moins en plus nombreux mais avec un domaine d'usage de plus en plus grand, on se retrouve avec une quantité de logiciels dans l'électronique. Il n'y a jamais eu autant de logiciels dans l'électronique, hein. Alors on appelle ça BIOS, firmware, mais il y a des centaines de milliers, voire de millions de codes qui sont effectivement dans les électroniques. Alors, on peut avoir des stacks complètes TCP/IP, enfin c'est des choses qui sont effectivement problématiques. Et en fait, tout ça, lorsqu'on est dans le monde du safe and secure, souvent, quand on veut utiliser ces codes, on se retrouve à introduire énormément de monitoring pour essayer de contrôler un peu le domaine d'usage et la manière dont ça fonctionne. Alors nous, ce qu'on regarde, c'est, enfin je vais caricaturer, c'est volontaire pour gagner un peu de temps. En gros, on récupère un système on-chip, on utilise que la moitié de la surface, parce qu'il y a une moitié qui correspond pas à notre besoin, et la moitié de la surface, on la configure à la moitié de la perfo, parce que comme ça, on arrive à peu près à être déterministe. Et alors après, on a un exercice pour aller justifier que les 75% du silicium qu'on n'utilise pas ne remettent pas en cause la safety et la sécurité, qui devient quand même extrêmement coûteux. Donc aujourd'hui, cette tendance-là, elle nous aide pas. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des difficultés, des surcoûts, et puis des choses qui sont sous-optimales. Alors nous, aujourd'hui, il y a un domaine qu'on regarde très fortement, qui est celui de l'open source hardware. Celui de l'open source hardware, il présente un certain nombre d'avantages.
déjà, il présente quelque part l'avantage de venir avec un écosystème complet, d'être, on va dire, transparent, d'être à l'état de l'art en termes de performance, d'être complètement auditable, de ne pas être vendeur loqué, et puis également d'être en capacité, via les architectures qui sont derrière, je vais revenir là-dessus, à n'embarquer que ce dont on a besoin. Alors, qu'est-ce que c'est que l'open source hardware? L'open source hardware, on va dire, c'est l'open source software, mais appliqué au hardware. Vous allez me dire, en fait, ça concerne toutes les données du cycle de vie hardware. Donc, ça concerne les schémas, ça concerne les BOM, ça concerne bien évidemment le code source, donc les HDL. On parlera de RISC-V, qui en fait est associé à une interface de processeur. Ça concerne la mécanique, ça concerne le firmware. Il y a un certain nombre de, on va dire, de fers de lance de ça. Donc, on peut parler de Raspberry ou d'Arduino. On peut parler d'OCP, qui en fait est du data center en open source, dont Facebook est quelque part un des grands acteurs, je reviendrai dessus, et puis RISC-V, dont je vais parler, qui est un de ceux qui nous intéresse assez fortement dans l'embarqué. Alors, j'aurais fait le talk l'année dernière, je vous aurais dit l'open source hardware, c'est vachement intéressant, c'est des choses à suivre, peut-être que ça changera durablement la manière dont on fait des systèmes. En un an, je peux vous dire qu'on est sur un sujet qui a définitivement explosé. Donc j'aurais pu en mettre plein. J'ai mis celui de The Economist qui met en avant quelque part la tendance. Et en fait, je vous ai pris donc nous, on est Platinum Member de RISC-V. Je décrirai un peu ce que c'est. Et en fait, là, on voit quelque part la participation, les membres de RISC-V. Alors on voit quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y avait quand même une tendance linéaire assez poussée, et on peut voir que la pente a doublé sur un événement qui a eu lieu cette année. Et cet événement, il est quelque part associé, on en a parlé également plusieurs fois, on va dire, au conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Si on regarde l'affaire Huawei et qu'on le regarde sur l'angle de l'open hardware, il y a deux éléments qui sont des éléments clés. Le premier, c'est que Huawei a perdu sa licence à capacité à utiliser Android. Ils ont gardé la capacité à utiliser la partie open source d'Android qu'on appelle Android AOSP. Et effectivement, ils ont été en capacité de pousser une solution qui s'appuyait sur, on va dire, la partie open source d'Android, qui, elle, n'a pas été mise en défaut. Et puis la deuxième, c'est les difficultés vis-à-vis d'ARM. Donc c'est des choses qui sont discutées et effectivement aujourd'hui ARM arrive à justifier, on va dire, que dans ses designs c'est moins impacté que ça ne l'était. Mais toujours est-il qu'il y a eu à un moment une menace de la perte de licence ARM. Donc des problématiques d'export control dans les IP ARM. Et donc si on regarde quelque part ces deux tendances, je peux vous assurer que l'open hardware et en particulier RISC-V, dans lequel Alibaba était déjà un des acteurs, a absolument explosé. Et c'est ce qu'on voit sur la courbe dans laquelle la pente, elle s'est mise à doubler. Alors si on regarde l'écosystème RISC-V, alors déjà qu'est-ce que RISC-V? Rapidement, RISC-V c'est pas un processeur, c'est ce qu'on appelle un jeu d'instructions. Donc en gros c'est l'interface entre le logiciel et du hardware, entre le logiciel et le processeur. Les jeux d'instructions qu'on connaît bien, il y a ARM, il y a eu MIPS, x86, qui est le jeu d'instructions qu'on utilise dans les PC. En fait, RISC-V, c'est ça. Sauf que quelque part, RISC-V, qui a la chance d'être sur du greenfield, a très fortement simplifié et pris en compte des problématiques de modularité parce qu'ils sont partis de la feuille blanche quelque part. Et ce sont des gens de Berkeley extrêmement brillants qui ont conçu un jeu d'instructions qui est à la fois très simple, complètement extensible, ouvert, mais on est sur un open standard. On n'est pas sur un open source. RISC-V, c'est un open standard. Il y a 4 fois moins d'instructions que dans le jeu d'ARM. Je vous décrirai pas le nombre d'instructions dans le jeu x86. Quand on sait que l'instruction move est Turing complète et que donc on peut coder un programme rien qu'avec des moves du x86, on se rend compte qu'on est sur une complexité absolument énorme. Donc RISC-V, c'est un open standard. Autour de ça, il y a des consortiums qui, eux, sont dans l'open source hardware, donc qui, eux, produisent du source, avec la volonté de produire des cœurs de processeurs, donc l'équivalent des IP ARM, mais également des constituants pour faire des systèmes on chip. Et donc aujourd'hui, j'en ai cité deux. Donc il y en a un qui s'appelle Chips Alliance, qui est quelque part centré, barycentré aux États-Unis, avec les acteurs, que ce soit Western Digital qui est très actif, Google ou Sci-Fi. Et de l'autre côté, Thales est membre fondateur d'un consortium qui s'appelle Open Hardware, dans lequel on a un certain nombre d'acteurs, on va dire, plus centré européen, en tout cas c'était la volonté à l'origine et c'est la raison pour laquelle nous on a rejoint celui-là, dans lequel on va trouver ETH Zurich, on va trouver NXP, on va trouver Greenwave si on parle effectivement de sociétés françaises et
récemment Huawei qui a rejoint le consortium Open Hardware. Alors, je vais en parler parce que pour moi c'est quelque chose qui est quelque chose d'important. Quand on parle de souveraineté, qui est un thème qui a déjà été utilisé plusieurs fois, la souveraineté, c'est la capacité effectivement à maîtriser son destin et à gérer une partie des problématiques d'export control. Donc déjà, RISC-V, c'est un standard. Dans ce standard, il y a un certain nombre de suppléments. Il y a des suppléments qui ne posent aucun problème, dont les suppléments general purpose. Et en fait, c'est ceux-là que nous, on utilise au sein de Thales. Après, si on regarde les implémentations en tant que telles, oui, on peut se poser des questions si ces implémentations, elles sont portées 100% par les États-Unis ou 100% par la Chine. Et c'est pour ça que dans cet écosystème, avoir une espèce de, on va dire, de positionnement, un peu de tiers de confiance pour s'assurer que l'écosystème reste fer est quelque chose d'important pour nous. Parce qu'on est sur une tendance qui est en train d'exploser, et je vais vous montrer ça. Alors déjà, la chose qui est derrière, on a aussi pas mal parlé d'open innovation. Open innovation et open source, c'est quand même des choses qui vont plutôt bien ensemble. Donc déjà, quelque part, le fait via des open standards, quelque part de casser les barrières d'entrée, c'est un élément qui est un élément clé. L'autre élément, c'est qu'on est sur un business model qui, par construction, encourage l'innovation. Et effectivement, derrière, ça encourage l'innovation et la modularité. On a parlé, mais effectivement, pour faire de l'open source, nous qui sommes des industriels, nous avons besoin de maîtriser l'architecture sous-jacente. Nous avons besoin de savoir de rajouter ce qu'on a besoin de rajouter et de supprimer ce qu'on doit supprimer. Tout à l'heure, on parlait des coûts liés à la certification, en particulier dans le monde open source. Si je prends des produits comme Linux, je pense qu'à un moment, on s'est trop mis en consommateur de Linux et pas assez en acteurs. C'est-à-dire qu'on est sur des domaines qui vivent via de la méritocratie. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on soit en capacité d'enlever ce qui ne nous va pas. Et il faut qu'on soit en capacité de rajouter ce qu'on doit rajouter, qui sera toujours notre IP et notre différenciant dans l'intégration d'un point de vue système. Par contre, une capacité à partager les coûts sur des éléments qui en fait sont des éléments, on va dire, clés et partageables entre différentes industries, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et puis le dernier point dont je voulais parler, c'est quelque part autour de la communauté. Moi j'ai trouvé la communauté, on parlait d'attractivité, j'ai trouvé la communauté, je la trouve absolument formidable. J'ai fait un talk face à des universitaires il n'y a pas très longtemps. Je peux vous assurer qu'enfin, les gens ils sont tous venus me voir pour me parler que de RISC-V. C'est-à-dire qu'en termes d'attractivité des étudiants, aujourd'hui, tous les cursus universitaires de l'embarqué, qui avant travaillaient avec des jeux d'instruction, soit qu'ils redéfinissaient, je sais qu'il y avait plein de bouquins dans lesquels on inventait un jeu d'instruction pour expliquer l'architecture des microprocesseurs. Aujourd'hui, le fait d'être sur un open standard, c'est du RISC-V partout. Les étudiants sortent et ils parlent déjà le RISC-V. Moi, j'ai participé, on a organisé un hackathon sur l'embarqué, j'ai trouvé ça absolument formidable dans la capacité à supprimer les barrières. On a des équipes de sauveteux qui nous ont développé un processeur sécurisé. C'était pas le processeur du siècle, mais c'était absolument formidable en termes justement de cross-fertilisation entre les domaines. Et puis on a des gens qui ont commité en open source sur des composants de sécurité qui sont des composants tout à fait sérieux. On a des consultants de sécurité qui nous ont commité des mécanismes en open source. Je peux vous assurer que les gens chez nous qui font des processeurs sécurisés, ils ont trouvé ça sacrément pertinent. Et tout ça pour un hackathon, donc pour 5 000 € de prix, quoi. Je veux dire, et tout ça en open source avec la volonté de mettre ça dans un capital commun pour faire en sorte qu'effectivement le domaine de la sécurité, on soit capable de l'adresser par du capital commun. Alors, en termes de hypertrend, j'ai cité quelques exemples. Donc, derrière, il y a les processeurs Shakti. Donc, là-dessus, en fait, c'est dire, déjà, en fait, soit c'est du SOC, c'est des ASIC. Il y a aussi une capacité à libérer les pratiques et les énergies derrière le monde de l'ASIC. J'avais Europractice en tête, qui est un dispositif européen pour être capable, effectivement, de produire des ASIC. On l'utilise, nous, la France, assez peu. C'est-à-dire, j'ai pris la liste là des premiers utilisateurs. C'est les 3 premiers, c'est la Suisse, l'Allemagne, la Chine, pour un dispositif quelque part européen pour innover dans l'embarqué dans l'ASIC. L'autre chose, c'est à partir du moment où on enlève tout ce dont on n'a pas besoin, on n'a peut-être pas besoin d'être en 7 nano. C'est-à-dire utiliser effectivement, on a un vrai intérêt à ne prendre que le strict nécessaire sans pour autant aller chercher effectivement la dernière techno. Donc il y a aussi des opportunités dans ce monde-là. Autour des soft-core et des FPGA, il y a un enjeu très fort à mettre des systèmes on-chip sur FPGA. On a un certain nombre de use cases dans Thales qui se focalisent là-dessus. J'ai pris les exemples des data centers Facebook qui aujourd'hui sont en open hardware et ça leur a permis de très fortement maîtriser une partie de leur consommation énergétique et puis montrer que l'open hardware, ça se limite
pas uniquement voilà, à des processeurs ou à RISC-V. C'est tout un écosystème qui est en train de se mettre en place. Peut-être juste pour finir, un petit mot sur l'adoption. Donc Linux a mis 15 ans à s'adopter. Et quelque part à devenir complètement standard. On voit que l'open source software a fortement et durablement changé la manière de concevoir du logiciel. Aujourd'hui, on conçoit très difficilement de faire du logiciel sans open source software. Donc là, j'ai repris le message qui est quelque part lié à la naissance de Linux. On voit bien que c'est quelque chose qui est né d'une initiative, on va dire, ouverte et de la volonté de partager un certain nombre de choses, mais avec une portée qui au départ était limitée. 15 ans plus tard, c'était devenu absolument standard. Peut-être juste pour conclure ma présentation, j'ai mis 4 points clés. Donc le premier, quelque part, c'est que les systèmes critiques embarqués deviennent de plus en plus complexes parce que la tendance, elle est de combiner safety, security, ouverture, size, weight, power et tous ces drivers qui font que quelque part la conception devient de plus en plus difficile. Et l'électronique des marchés de masse, elle n'est pas adaptée à un certain nombre de marchés de niche qui nous caractérisent. Le deuxième point, c'est que l'open innovation dans la partie électronique, elle est en train d'amener la transformation numérique, la révolution numérique, on va dire du cloud vers le field et vers le monde physique. Que Thales a décidé quelque part de fortement s'investir autour de RISC-V pour l'accélérer. Notre but, et on a monté une équipe qui va commiter en open source. Alors, comme je le disais, c'est de la méritocratie. À la fin, on a ce qu'on choisit d'avoir et on est acteur de notre destin. Le but, c'est pas les gens qui ont pensé que l'open source était uniquement une réduction de coûts de licence, ils sont passés en partie à côté du sujet. La méritocratie, elle est clé. Nous avons choisi d'y aller, de structurer et de porter le point de vue du safe and secure dans les communautés open hardware, et on a un certain nombre de sujets dans lesquels on combine open hardware, safety and security. Et pour finir, je voulais juste pointer sur le fait que cette révolution, qui est aujourd'hui quand même très fortement barycentrée, outre-Atlantique et en Chine, il faut vraiment qu'on se l'approprie. Parce qu'il y a des éléments, on est sur notre cœur de métier, on a un savoir-faire qui est un savoir-faire unique et différenciant sur un certain nombre de ces points de vue. Elle ne concerne pas que les open standards et les open source, elle concerne tout l'écosystème, on va dire des académiques à la partie business, aux communautés, des outils à la culture, et c'est vraiment quelque chose dont je pense qu'on a besoin pour justement travailler notre attractivité. Donc voilà, je suis au bout de mon talk. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci.